Ma femme a donné son sang pour la première fois. Une semaine plus tard, une femme de la banque du sang s'est présentée à notre porte avec 2 policiers. Monsieur, nous devons parler à votre femme. Je lui ai dit qu'elle n'était pas là. L'expression de la femme était grave. Monsieur, faites vos valises et quittez la ville avec votre enfant, ne cherchez pas à savoir pourquoi. Elle m'a tendu une enveloppe. Je l'ai ouverte et j'ai découvert l'épouvantable vérité sur ma femme. Avant de commencer, dites-nous d'où dans le monde vous nous regardez. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1, la vie parfaite. Jérôme Banton ajusta sa cravate dans le miroir du couloir, regardant Aaron, 7 ans, passer en courant, son sac à dos traînant derrière lui. À 35 ans, Jérôme avait bâti ce que la plupart considéraient comme le rêve américain. Son cabinet de conseil en cybersécurité générait un revenu annuel à 7 chiffres. Sa maison dans la banlieue de Denver s'étendait sur près d'1 hectare de terrain immaculé, et sa famille semblait parfaite en tout point. « Papa, maman fait des pancakes », cria Aaron, sa voix résonnant depuis la cuisine. Jérôme sourit et se dirigea vers la chaleur de la lumière matinale qui filtrait par les fenêtres. Roberta se tenait près de la cuisinière, ses cheveux auburn captant la lumière tandis qu'elle retournait les pancakes avec une aisance consommée. Elle suivait cette routine depuis maintenant 5 ans. Depuis qu'ils s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie qu'elle avait insisté pour garder simple. « Tu es magnifique », dit Jérôme, enlaçant sa taille par derrière. Roberta se pencha contre lui, mais Jérôme perçut quelque chose dans son reflet sur la vitre de la cuisine, une tension autour de ses yeux qui n'était pas là auparavant. « Bonjour, chérie. Je me disais que je devrais peut-être enfin faire quelque chose d'utile de mon temps. » « Utile ? Tu élèves notre fils, tu gères notre maison. » « Non, je veux dire, productif pour les autres, dit-elle en se tournant dans ses bras. « Je veux donner mon sang aujourd'hui. » Jérôme haussa un sourcil. En 5 ans de mariage, Roberta n'avait jamais montré d'intérêt pour le bénévolat ou le service communautaire. Elle avait toujours prétendu être mal à l'aise avec les procédures médicales. C'est soudain. Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai vu une publicité sur la pénurie. Des gens meurent, Jérôme. J'ai le groupe sanguin O négatif. Je pourrais aider à sauver des vies. Quelque chose dans son ton lui parut répéter, mais Jérôme chassa cette pensée. Peut-être était-elle simplement nerveuse à l'idée des aiguilles. C'est admirable. Je suis fier de toi. Mais alors qu'il la regardait servir le petit déjeuner, l'œil de Jérôme, exercé à repérer les schémas et affûté par des années à détecter les menaces de sécurité numérique, capta de subtiles anomalies. La façon dont elle évitait son regard, le léger tremblement dans ses mains, l'éclat forcé de son sourire. En fait, continua Roberta en posant les assiettes, j'ai déjà pris rendez-vous pour cet après-midi. Au centre de transfusion sanguine du Denver General. Aaron leva les yeux de ses pancakes. Je peux venir voir, maman? Non, mon cœur. Il vaut mieux que j'y aille seul. Ce genre de choses met certaines personnes mal à l'aise. Jérôme étudia le visage de sa femme. Dans son métier, il avait appris à lire les gens. Leurs empreintes numériques révélaient souvent des vérités que leurs paroles dissimulaient. Mais Roberta avait toujours été une énigme. Aucune présence sur les réseaux sociaux, peu d'amis, pas de famille avec qui elle gardait contact. Elle lui avait dit que ses parents étaient morts quand elle était jeune, qu'elle avait grandi en famille d'accueil. Il l'avait accepté, sans jamais insister pour avoir des détails. Maintenant, en la voyant insister pour aller donner son sang seul, quelque chose clochait. Ce soir-là, Jérôme travaillait tard dans son bureau à domicile, analysant les vulnérabilités réseau d'un client du Fortune 500. L'ironie ne lui échappait pas. Il gagnait sa vie en trouvant des menaces cachées. Pourtant, il n'avait jamais vraiment enquêté sur la femme qui dormait à ses côtés chaque nuit. Vers minuit, il entendit Roberta bouger à l'étage. Craignant qu'elle ait mal suite au don de sang, il monta pour voir comment elle allait. La chambre principale était vide, mais de la lumière filtrait sous la porte de leur salle de bain. Jérôme s'approcha doucement, ses instincts aiguisés. À travers l'interstice, il entendit Roberta parler à voix basse au téléphone. « C'est fait », murmura-t-elle. « Oui, je suis sûr que le sang est dans son système maintenant. » « Combien de temps avant ? » 3 à 5 jours. « Bien. Et tu es certaine que ça va marcher ? » Jérôme se pressa contre la porte, son rythme cardiaque s'accélérant. Non, il ne se doute de rien. Il est trop confiant, trop à l'aise.
Oui, Aaron viendra avec moi. On s'en tient au plan. L'appel prit fin. Jérôme entendit la chasse d'eau, clairement une couverture pour la conversation. Il se retira rapidement dans son bureau, l'esprit en ébullition. Quel plan? Venir avec elle où? Et pourquoi était-elle si précise sur le fait que le sang soit dans leur système? Jérôme passa le reste de la nuit à faire des recherches sur les procédures de don de sang, les bases de données ADN et les applications médico-légales. À l'aube, il avait découvert quelque chose de glaçant. Les dons de sang étaient systématiquement testés et croisés avec les bases de données ADN criminelles à des fins d'identification. Roberta avait-elle peur que son sang révèle quelque chose, ou comptait-elle dessus? Chapitre 2, l'enveloppe. 7 jours plus tard, Jérôme examinait les protocoles de sécurité pour un client lorsque la sonnette retentit. Par la fenêtre de son bureau, il vit une berline d'allure officielle garée dans son allée à côté d'une voiture de police. Son estomac se noua. Jérôme ouvrit la porte d'entrée pour trouver une femme d'âge moyen en blouse de laboratoire, flanquée de 2 officiers en uniforme. L'expression de la femme était grave, professionnelle, mais ses yeux trahissaient autre chose. De l'urgence, peut-être de la peur. Jérôme Banton, demanda-t-elle, consultant un dossier. Oui. Je suis Karen Fleming, de la division des services du sang du Denver General. Voici les officiers Andrew Peters et Derek McLaughlin de la police de Denver. Nous devons parler à votre femme, Roberta Banton. Le pouls de Jérôme s'accéléra, mais des années à gérer des crises d'entreprise lui avaient appris à rester calme sous la pression. Elle n'est pas à la maison en ce moment. Y a-t-il un problème avec son don? Karen Fleming échangea un regard avec les officiers. Monsieur, où est-elle actuellement? Elle fait des courses avec notre fils. Il devrait être de retour d'ici 1 heure. Jérôme étudia leur visage. De quoi s'agit-il? L'officier Peters s'avança. Monsieur Banton, nous devons vous poser quelques questions. Pouvons-nous entrer? Son expérience en cybersécurité avait enseigné à Jérôme les règles de la guerre de l'information. Parfois, les menaces les plus dangereuses venaient de ceux en qui on devrait avoir confiance. Je préfère savoir de quoi il s'agit d'abord. Le sang-froid de Karen Fleming se fissura légèrement. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, puis s'approcha, baissant la voix. Monsieur Banton, je vais être très direct avec vous. Faites vos valises et quittez la ville avec votre fils ce soir. Ne cherchez pas à savoir pourquoi, mais... Elle s'interrompit, regardant les officiers. Je pourrais perdre mon emploi pour ça. Madame, l'avertit l'officier McLaughlin. Jérôme sentit un froid glacial l'envahir. Qu'avez-vous trouvé? Son sang. Karen plongea la main dans son dossier et en sortit une enveloppe scellée. L'échantillon d'ADN de votre femme a déclenché plusieurs alertes dans notre base de données. Des alertes fédérales. Je n'ai jamais rien vu de tel, elle lui tendit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Monsieur, j'ai un frère qui a suivi une mauvaise pente. Je sais reconnaître quand quelqu'un est en danger. Prenez votre fils et partez. Les officiers semblaient mal à l'aise, mais ne l'arrêtèrent pas. Jérôme prit l'enveloppe, son esprit analysant toutes les possibilités. Combien de temps ai-je? Ils seront là demain matin. Des agents fédéraux, et probablement d'autres. La voix de Karen n'était qu'un murmure. D'autres qui ne portent pas de badge. Après leur départ, Jérôme s'assit dans son salon, fixant l'enveloppe. Une partie de lui voulait attendre Roberta pour la confronter directement, mais sa nature analytique exigeait d'abord des informations. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un rapport d'analyse ADN officiel et un profil de casier judiciaire qui lui glaça le sang. La femme qu'il avait épousée, la mère de son fils, n'était pas Roberta Cao de l'Iowa. C'était Elena Valdez, recherchée pour un braquage de fourgon blindé à Phoenix qui avait fait 3 morts parmi les gardes. Le crime avait eu lieu il y a 6 ans, 1 an avant qu'il ne rencontre Roberta. Mais ce n'était pas le pire. La deuxième page détaillait ses associations présumées avec Bernard Hammond, une figure du crime organisé de niveau intermédiaire, spécialisée dans le vol d'identité et la fraude financière. Selon le rapport, Elena Valdez avait disparu avec plus de 2 millions de dollars du braquage, un argent qui n'avait jamais été retrouvé. La main de Jérôme tremblait en lisant la dernière page, une note manuscrite de Karen Fleming. Monsieur Banton, j'ai enfreint le protocole pour vous avertir car j'ai vu ce que ces gens font aux familles. Les analyses de sang de votre femme ont également révélé des traces d'un composé que nous n'avions jamais vu auparavant,
quelque chose qui suggère qu'elle a peut-être empoisonné quelqu'un de manière systématique. Les niveaux étaient compatibles avec une exposition à long terme. S'il vous plaît, faites-vous examiner, vous et votre fils, immédiatement. Et s'il vous plaît, fuyez. La pièce semblait tourner autour de lui. Empoisonnement systématique. Jérôme repensa aux derniers mois. Les maux de tête occasionnels. La fatigue qu'il avait attribuée au surmenage. Les problèmes d'estomac qui s'aggravaient. Elle l'avait empoisonné. Le téléphone de Jérôme vibra. Un texto de Roberta. Coincé dans les embouteillages. Je ne serai pas à la maison avant 1 heure. Je t'aime. 1 heure. Il avait 1 heure pour décider de son prochain mouvement. Jérôme avait bâti sa réputation en ayant toujours 3 coups d'avance sur les cybercriminels qui se croyaient plus malins que tout le monde. Il devait maintenant appliquer cette même pensée stratégique à une menace beaucoup plus personnelle. Il se dirigea vers son coffre-fort et sortit le Glock de calibre 40 qu'il avait acheté des années auparavant mais n'avait jamais eu de raison d'utiliser. Puis il s'assit à son ordinateur et commença à creuser plus profondément dans le passé d'Elena Valdez. Ce qu'il trouva lui fit comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une criminelle se cachant à la vue de tous. Il s'agissait d'une prédatrice qu'il avait spécifiquement ciblée, lui, ses ressources et son fils, pour des raisons qu'il commençait à peine à comprendre. Chapitre 3, démêler la toile. Les doigts de Jérôme volaient sur le clavier alors qu'il plongeait plus profondément dans le passé d'Elena Valdez. Son expertise en cybersécurité lui donnait accès à des bases de données et des outils de croisement d'informations que la plupart des gens ne pouvaient pas utiliser. Ce qu'il découvrit dressait un tableau horrifiant de tromperies calculées. Elena Valdez n'était pas seulement une braqueuse de banque qui avait pris une nouvelle identité. Elle faisait partie d'une opération de fraude sophistiquée à long terme. Jérôme consulta des registres de propriété, des documents financiers et des archives de réseaux sociaux qui révélaient son mode opératoire. Elle ciblait des hommes qui avaient réussi, les épousait sous de fausses identités, les empoisonnait lentement tout en accédant à leurs biens, puis disparaissait après que leur mort semblait naturelle. Il n'était pas sa première victime. Les archives judiciaires de 3 États différents montraient des cas similaires. Harold Shinn, un ingénieur logiciel à Seattle, était mort de cause naturelle à 41 ans après avoir épousé une femme nommée Sarah Mitchell. David Rodriguez, un promoteur immobilier à Phoenix, était décédé de complications liées au stress et au surmenage après avoir épousé Jennifer Walsh. Elena Valdez avait été à la fois Sarah Mitchell et Jennifer Walsh. Le sang de Jérôme se glaça lorsqu'il calcula la chronologie. Chaque mariage avait duré environ 2 ans. Chaque homme était mort après avoir présenté des symptômes compatibles avec un empoisonnement lent. Chaque veuve avait hérité de biens substantiels avant de disparaître complètement. Il était marié à Elena depuis 5 ans, plus longtemps que les autres. Pourquoi? La réponse vint lorsqu'il croisa les registres de son entreprise avec la chronologie de leur relation. Le cabinet de cybersécurité de Jérôme avait connu une croissance exponentielle pendant leur mariage, en particulier après avoir décroché plusieurs contrats gouvernementaux. Sa valeur nette était passée de 2 millions à plus de 15 millions en 5 ans. Elle attendait qu'il devienne plus riche. Jérôme entendit une voiture dans l'allée et minimisa rapidement ses écrans. Par la fenêtre, il vit Roberta et Elena sortir de sa Honda avec Aaron. Il riait de quelque chose. Aaron portait un sac d'un magasin de jouets. Son fils, son innocent fils de 7 ans qui appelait cette femme « maman ». L'esprit de Jérôme passa en revue les scénarios. La confronter directement mettrait Aaron en danger. Fuir, comme le suggérait Karen Fleming, pourrait fonctionner à court terme, mais Elena avait des liens avec des gens dangereux. Elle les retrouverait un jour. Non, réalisa Jérôme. Il devait être plus malin que ça. Chérie, on est rentré, cria Elena, sa voix portant cette même fausse chaleur qu'il reconnaissait maintenant comme une performance calculée. Je suis là, répondit Jérôme, affichant un document de travail sur son écran pour paraître normal. Aaron entra le premier dans le bureau, brandissant une nouvelle figurine d'action. Papa, maman m'a acheté le robot qui se transforme en dinosaure. C'est super, champion, dit Jérôme, serrant son fils dans ses bras un peu plus longtemps que d'habitude. La pensée qu'Elena prévoyait d'emmener Aaron, ou pire, lui fit serrer la mâchoire. Elena apparut dans l'encadrement de la porte, étudiant le visage de Jérôme avec des yeux qu'il voyait maintenant constamment analyser et calculer. Tout va bien? Tu as l'air tendu. Juste le stress du travail, mentit Jérôme avec aisance.
grosse présentation client demain. Elle hocha la tête, mais Jérôme l'a surpris à jeter un coup d'œil à son bureau, son regard s'attardant sur l'enveloppe fermée de Karen Fleming qu'il avait négligemment laissée visible. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-elle nonchalamment. « Des formulaires médicaux pour mon bilan de santé la semaine prochaine », improvisa Jérôme. « Le docteur Martinez veut des analyses de sang à jour. » Quelque chose vacilla sur le visage d'Elena. La surprise, puis l'inquiétude, puis le calcul. « Des analyses de sang ? Pourquoi ? Des trucs de routine. Tu sais comment sont les médecins. » Jérôme observait attentivement sa réaction. « En fait, je me sens assez fatigué ces derniers temps. Maux de tête, problème d'estomac. Peut-être que je devrais me faire examiner plus tôt. » Le sourire d'Elena devint forcé. « Je suis sûr que c'est juste le stress du travail. Peut-être que tu devrais prendre des vacances. On pourrait aller quelque part loin, juste nous trois. » C'était le début de sa stratégie de sortie. « Ça a l'air merveilleux, » dit Jérôme. « Où est-ce que tu penses ? » Quelque part sous les tropiques. Peut-être au Costa Rica. J'ai entendu dire que c'est magnifique à cette période de l'année. Le Costa Rica, un pays sans traité d'extradition pour de nombreux types de crimes. Je vais regarder ça, dit Jérôme. Mais d'abord, laisse-moi faire ces analyses de sang. Je veux m'assurer d'être en bonne santé avant de voyager. Les yeux d'Elena se plissèrent presque imperceptiblement. Bien sûr. La santé d'abord. Ce soir-là, après qu'Aaron fut couché, Jérôme s'assit dans son bureau pour planifier sa stratégie. Il ne pouvait pas aller à la police. Elena travaillait clairement avec des gens qui avaient les ressources pour garder une longueur d'avance sur les forces de l'ordre depuis 6 ans. Il ne pouvait pas fuir sans mettre Aaron en danger à long terme. Mais il pouvait faire ce qu'il faisait de mieux, recueillir des renseignements, identifier les vulnérabilités et les exploiter systématiquement. Jérôme commença à créer des profils numériques sur Bernard Hamond et ses associés connus. Il traça les schémas financiers, les réseaux de communication et les méthodologies opérationnelles. À 3 heures du matin, il avait identifié quelque chose de crucial. L'opération de Hamond reposait sur un processus de blanchiment d'argent spécifique qui faisait transiter des fonds par une série de sociétés écrans avant de les déposer sur des comptes offshore. Plus important encore, Jérôme avait trouvé des preuves que le FBI enquêtait sur Hamond depuis des mois, montant un dossier RICO qu'il n'avait pas encore pu boucler faute de preuves suffisantes. Jérôme sourit sombrement. Il était sur le point de leur donner toutes les preuves dont ils avaient besoin. Mais d'abord, il devait survivre assez longtemps pour voir son plan aboutir. Car en vérifiant sa cafetière le lendemain matin, il trouva une fine poudre blanche qui n'était pas là la veille. Elena avait accéléré son calendrier. Chapitre 4, le chasseur devient la proie. Jérôme fixa la poudre blanche qui saupoudrait l'intérieur de sa cafetière. Sa main plana au-dessus du bouton de démarrage qu'il avait failli presser. La substance était à peine visible. Quiconque était pressé l'aurait manqué. Mais le sens du détail de Jérôme, aiguisé par des années d'identification de subtiles intrusions numériques, venait de lui sauver la vie. Il photographia la poudre avec un objectif macro, puis recueillit soigneusement des échantillons dans de petits flacons qu'il utilisait normalement pour collecter des preuves de violation de données d'entreprise. Si Elena avait accéléré son calendrier, c'est que quelque chose l'avait effrayée. Le test sanguin. Elle avait peur que l'examen médical de Jérôme révèle l'empoisonnement systématique. Le téléphone de Jérôme vibra. Un texto. Je travaille tard ce soir, ne m'attends pas argent pour la pizza sur le comptoir pour toi et Aaron. Bise. Travailler tard. Elena n'avait jamais travaillé un seul jour depuis leur mariage, prétendant avoir besoin de temps pour se remettre de son enfance traumatisante. Un autre mensonge dans une toile de tromperie. Jérôme réalisa que c'était peut-être sa chance de fouiller la maison pendant son absence. Il vivait avec cette femme depuis 5 ans, mais n'avait jamais été assez méfiant pour chercher des compartiments cachés ou des objets dissimulés. Après avoir déposé Aaron chez un ami pour une soirée pyjama, Jérôme commença une fouille systématique de sa propre maison. Dans la boîte à bijoux d'Elena, cachée sous un faux fond, il trouva un téléphone prépayé. L'historique des appels récents montrait des dizaines de communications avec 3 numéros qu'il ne reconnaissait pas. Utilisant ses outils de cybersécurité, Jérôme traça les numéros. L'un appartenait à Bernard Hamond. Le second menait à un homme nommé Alfonso Hood, qui avait un casier judiciaire remontant à 20 ans. Le troisième numéro menait à une femme nommée Donna Vaughn,
qui semblait être la petite amie actuelle et coordinatrice financière de Hammond. Jérôme accéda au SMS du téléphone et sentit son sang se glacer. Elena à Hammond, il devient méfiant. Veut des analyses de sang. On passe à la phase finale. Hammond à Elena, trop tôt. Il nous faut au moins un mois de plus pour nettoyer les comptes. Elena à Hammond, on ne peut pas attendre. Il a trouvé quelque chose. Extraction nécessaire d'ici jeudi. Hammond à Elena, et le gamin? Elena à Hammond, problème résolu de façon permanente. Faisons en sorte que ça ait l'air d'un accident. Les mains de Jérôme tremblaient en lisant le dernier échange. Il ne prévoyait pas seulement de voler son argent et de disparaître. Il prévoyait de les tuer, lui et Aaron. Le téléphone contenait autre chose, des photos de documents, des numéros de routage bancaire, des mots de passe de compte, des clés numériques pour les portefeuilles de crypto-monnaies de Jérôme. Elena avait méthodiquement volé ces informations financières depuis des mois. Mais la découverte la plus glaçante fut une note manuscrite de la véritable écriture d'Elena. Gilles Banton, calendrier accéléré en raison de suspicion. Liquider tous les actifs d'ici jeudi. S'assurer qu'il ne reste aucune trace. B s'occupera de l'élimination. Élimination. Comme si lui et Aaron n'étaient que des déchets gênants à faire disparaître. L'esprit analytique de Jérôme passa en surmultiplication. On était mardi. Il avait moins de 48 heures avant qu'il ne prévoie de le tuer, lui et son fils. Il photographia tout ce qui se trouvait sur le téléphone, puis le remit soigneusement à sa place. Elena ne devait pas savoir qu'il avait découvert son plan. Pas encore. Jérôme passa l'heure suivante à installer des caméras de surveillance cachées dans toute la maison, utilisant du matériel de son bureau conçu pour attraper les espions d'entreprise. Si Elena allait accélérer son calendrier, il devait tout documenter. À 23 heures, Elena rentra. Jérôme fit semblant de dormir, observant à travers ses paupières à peine entr'ouvertes tandis qu'elle se déplaçait silencieusement dans leur chambre. Elle se dirigea directement vers la salle de bain et passa un autre appel à voix basse. « C'est moi », murmura-t-elle. « Demain soir. » Il se doute de quelque chose, mais il essaie de faire comme si de rien n'était. « Oui, j'en suis sûr. J'ai trouvé des recherches sur son ordinateur concernant les tests sanguins et les symptômes d'empoisonnement. » Le cœur de Jérôme martelait sa poitrine. Elle surveillait ses activités informatiques. Le garçon est chez un ami ce soir. On peut le récupérer après l'école demain. Faisons ça proprement. Aucune preuve ne doit remonter jusqu'à nous. Une pause. Oui, je comprends les risques, mais 15 millions, ça en vaut la peine. En plus, ces contrats commerciaux avec le gouvernement. Ces listes de clients pourraient être précieuses pour les bons acheteurs. Jérôme réalisa avec une horreur croissante qu'il ne s'agissait pas seulement de sa fortune personnelle. Elena et ses associés prévoyaient de vendre ces contrats de cybersécurité gouvernementaux à des intérêts étrangers. Ils ne commettaient pas seulement un meurtre et un vol. Ils préparaient un acte d'espionnage. Après qu'Elena se fut endormie, Jérôme se glissa dans son bureau et commença à mettre en œuvre le plan qu'il avait formulé. Si Elena pensait avoir affaire à une autre victime confiante, elle était sur le point de recevoir une leçon. Jérôme avait passé sa carrière à garder une longueur d'avance sur des pirates informatiques sophistiqués. Elena Valdez et Bernard Hammond allaient découvrir ce qui se passait quand on essayait de s'en prendre à quelqu'un qui pouvait contre-attaquer. Il commença par accéder au réseau financier de Hammond en utilisant des techniques techniquement illégales mais absolument nécessaires. Jérôme identifia les sociétés écrans, traça les flux monétaires et commença à tout documenter systématiquement pour le dossier du FBI qu'il était en train de constituer. Puis il fit preuve de créativité. Jérôme plaça des preuves numériques reliant l'organisation de Hammond à plusieurs crimes non résolus auxquels il n'était en fait pas lié. Il créa de fausses communications qui mèneraient les enquêteurs à des actifs cachés. Plus important encore, il commença à transférer systématiquement l'argent volé de ses comptes vers des comptes sécurisés auxquels lui seul pouvait accéder. Si Elena voulait jouer un long jeu de tromperie et de meurtre, Jérôme allait lui montrer ce qu'un véritable esprit stratégique pouvait accomplir. Mais à l'approche de l'aube, Jérôme réalisa que les déjoués ne suffiraient peut-être pas. Elena avait assassiné au moins 3 autres hommes. Hammond avait des liens avec des gens dangereux qui tuaient pour bien moins de 15 millions de dollars. Jérôme allait devoir se battre d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Chapitre 5, le piège se met en place. Jérôme se réveilla le mercredi matin avec l'odeur du bacon et le fredonnement joyeux d'Elena dans la cuisine.
La même performance qu'elle lui offrait depuis 5 ans, révélée maintenant comme le comportement calculé d'une prédatrice. Il vérifia ses caméras cachées depuis son téléphone et vit qu'Elena était debout depuis 5 heures du matin, nettoyant et organisant avec une minutie inhabituelle. Elle se préparait pour leur départ. « Bonjour, lève-tard », dit Elena alors que Jérôme entrait dans la cuisine. Elle lui tendit une tasse de café avec un grand sourire. « Tu as meilleure mine. Peut-être que tu te remets enfin de ce qui te rendait malade. » Jérôme accepta le café mais ne le but pas. Il l'emmena à l'évier et le vida, prétextant un soudain problème d'estomac. « En fait, je pense que je vais m'en tenir à l'eau pour l'instant. Mon estomac me dérange toujours. » Le sourire d'Elena vacilla un instant. « Bien sûr. J'espère que tu te sentiras mieux bientôt. » Le téléphone de Jérôme sonna. Un appel qu'il attendait. Jérôme à l'appareil. « Monsieur Banton, c'est le cabinet du docteur Martinez. Nous avons eu une annulation ce matin. Pourriez-vous venir à 10 heures pour vos analyses de sang au lieu de la semaine prochaine ? » « Parfait, » dit Jérôme assez fort pour qu'Elena entende. « Je serai là à 10 heures. » Il avait organisé l'appel lui-même en utilisant un acteur vocal d'une de ses entreprises clientes. Elena ne pouvait pas le savoir. « Des analyses de sang aujourd'hui ?» demanda Elena, et Jérôme perçut la légère tension dans sa voix. Oui, ils avaient une place. Autant en finir. Jérôme étudia son visage. À moins que tu penses que je devrais attendre. Non, non. Si tu te sens malade, tu devrais absolument te faire examiner. Elena se retourna vers la cuisinière, mais Jérôme vit ses mains trembler légèrement. À 9h45, Jérôme partit pour son faux rendez-vous chez le médecin. Au lieu de cela, il se rendit dans un lieu sécurisé, un entrepôt de stockage où il avait déplacé des documents critiques et du matériel de sauvegarde des années auparavant dans le cadre de son plan de reprise après sinistre. Jérôme passa 1 heure à transférer des fichiers sur des serveurs sécurisés, documentant tout ce qu'il avait découvert sur Elena et ses associés. Il téléchargea les preuves sur plusieurs bases de données des forces de l'ordre en utilisant des canaux anonymes qui finiraient par atteindre l'équipe du FBI enquêtant sur Hammond. Mais il fit aussi autre chose, quelque chose qui aurait horrifié son ancien moi éthique. Jérôme accéda au compte financier personnel de Hammond et commença à transférer de l'argent vers des comptes contrôlés par les concurrents et les ennemis de Hammond. Il plaça des preuves numériques suggérant que Hammond volait sa propre équipe. Dans le monde du crime, une telle trahison était généralement sanctionnée par une justice rapide et définitive. Si Elena voulait éliminer les témoins gênants, Jérôme allait en créer quelques-uns qu'il éliminerait en premier. Son téléphone vibra. Un texto d'Elena. « Comment s'est passé le rendez-vous » Jérôme répondit, « J'attends toujours les résultats. Le médecin veut faire des tests supplémentaires demain. Il dit que mes analyses montrent quelques anomalies. » La réponse fut immédiate, « Quel genre d'anomalie ? » Pas sûr encore. Quelque chose à propos de niveau de toxines. Le médecin semblait inquiet. Il n'y eut pas de réponse pendant plusieurs minutes. Puis, je rentre tôt. Il faut qu'on parle. Jérôme sourit sombrement. Sa fausse crise médicale forçait Elena à agir encore plus vite que prévu, ce qui la rendrait négligente. Il se rendit à l'école d'Aaron et récupéra son fils plus tôt, prétextant une urgence familiale. En rentrant, Jérôme regarda Aaron dans le rétroviseur. Innocent, confiant, complètement inconscient que la femme qu'il appelait maman prévoyait de le tuer. « Papa, quelque chose ne va pas ?» demanda Aaron. « Tu as l'air effrayé. » Jérôme croisa le regard de son fils dans le miroir. « Aaron, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Tu te souviens du mot de sécurité dont on a parlé ? Celui pour les urgences ? Tonnerre, dit immédiatement Aaron. Bien. Si je dis ce mot ce soir, je veux que tu ailles directement chez notre voisin, Monsieur Yang, et que tu appelles le 911. N'emporte rien. Ne pose pas de questions. Cours aussi vite que tu peux. Compris ? Les yeux d'Aaron s'écarquillèrent. Maman va bien ? Le cœur de Jérôme se brisa un peu. Aaron apprendrait bien assez tôt que la femme qu'il croyait être sa mère était en fait une étrangère qui vivait parmi eux comme un parasite. Maman ira bien, mentit Jérôme. C'est juste une précaution. Quand ils arrivèrent à la maison, Elena attendait dans le salon avec 2 valises. Son masque amical avait glissé, remplacé par quelque chose de froid et de calculateur. J'ai réfléchi, dit-elle.
Nous devrions prendre ces vacances dont on a parlé ce soir. Jérôme posa ses clés avec précaution, sa main se rapprochant du pistolet dissimulé qu'il portait maintenant. Ce soir? Ça semble précipité. Ta frayeur médicale m'a fait réaliser à quel point le temps est précieux. Je nous ai trouvé un vol pour le Costa Rica, départ à minuit. Les yeux d'Elena ne quittaient pas son visage. J'ai déjà réservé. Et l'école d'Aaron? Mes engagements professionnels? La santé est plus importante que le travail, dit Elena. Aaron pourra rattraper l'école plus tard. Aaron regardait ses parents, la confusion lisible sur son visage. Jérôme voyait que son fils sentait la tension mais n'en comprenait pas la source. Ça a l'air merveilleux. Dit Jérôme prudemment, mais j'aimerais attendre les résultats de mes tests. Le médecin semblait vraiment inquiet à propos de ses niveaux de toxines. Le masque d'Elena glissa un peu plus. Qu'a-t-il dit exactement à propos des toxines? Il m'a demandé si j'avais été exposé à quelque chose d'inhabituel à la maison ou au travail. Il a dit que les niveaux étaient compatibles avec une exposition systématique sur plusieurs mois. Jérôme observa la réaction d'Elena. Il veut tester toute la famille pour une exposition similaire. Quelque chose vacilla dans les yeux d'Elena. La panique, puis le calcul, puis une froide résolution. Tu sais quoi, dit Elena, sa voix soudainement à nouveau enjouée. Tu as absolument raison. Nous devrions tous nous faire tester avant de voyager, juste par sécurité. Jérôme sentit un froid glacial l'envahir. Elena venait d'accepter quelque chose qui exposerait ses crimes, ce qui signifiait qu'elle n'avait aucune intention qu'aucun d'entre eux ne vive assez longtemps pour que les résultats des tests importent. Elle passait à la phase finale, ce soir. Jérôme jeta un coup d'œil à l'horloge. 16h30 dans moins de 8 heures, Elena et ses associés prévoyaient de le tuer, lui et Aaron. Mais Elena avait commis une erreur critique. Elle avait sous-estimé à quel point Jérôme pouvait devenir dangereux quand quelqu'un menaçait son enfant. Chapitre 6, l'heure de la confrontation approche. Alors que la soirée approchait, Jérôme maintenait une façade de vie de famille normale tandis que chaque nerf de son corps hurlait au danger. Elena avait fait de subtils préparatifs tout l'après-midi, emballant des objets d'une manière qui suggérait qu'elle n'avait jamais l'intention de revenir, passant des appels à voix basse quand elle pensait qu'il n'écoutait pas. À 18h, Jérôme reçut un texto d'un numéro inconnu, livraison de colis à 21h. Assurez-vous que les destinataires sont à la maison et prêts pour l'enlèvement. La direction. Le message était clairement destiné à Elena, envoyé sur le téléphone de Jérôme par erreur. L'équipe de Bernard Hamon venait à 21h pour enlever Jérôme et Aaron. Jérôme supprima le message et commença ses derniers préparatifs. Il avait passé l'après-midi à placer stratégiquement des preuves dans toute la maison. Des documents reliant Elena à ses identités précédentes, des relevés financiers montrant les transferts d'argent, et surtout, des communications entre Elena et Hamon discutant de leur plan de meurtre. Quand la police fouillerait la maison, elle trouverait un dossier complet de la conspiration. À 19h, Jérôme suggéra de commander des pizzas pour le dîner. Elena accepta, semblant distraite par ses propres préparatifs. Pendant qu'elle était sous la douche, Jérôme fit 3 choses cruciales. Il activa toutes les caméras cachées qu'il avait installées. Il envoya des fichiers cryptés à son avocat avec instruction de les livrer à la police s'il lui arrivait quelque chose. Et il appela Roland Yang, leur voisin âgé. Monsieur Yang, c'est Jérôme Banton, votre voisin. J'ai besoin d'une faveur et je ne peux pas vous expliquer pourquoi maintenant. Bien sûr, Jérôme, de quoi avez-vous besoin? Dans environ 1 heure, j'aurai peut-être besoin que vous gardiez Aaron pour la nuit. S'il se présente à votre porte seul et semble effrayé, s'il vous plaît, faites-le entrer et appelez immédiatement le 911. Il y eut une pause. Jérôme, êtes-vous en danger? J'espère que non, mais s'il arrive quelque chose, s'il vous plaît, souvenez-vous qu'Aaron est innocent. Il ne sait rien de ce qui se passe. Je comprends. Nous le garderons en sécurité. À 20h30, Jérôme aidait Aaron avec ses devoirs quand Elena annonça qu'elle devait aller au magasin pour des fournitures de voyage. Elle serait de retour dans 30 minutes. Jérôme savait que c'était un mensonge. Elena rencontrait l'équipe de Hamon pour finaliser leur plan. Dès que sa voiture quitta l'allée, Jérôme activa son plan d'urgence. Aaron, dit-il en s'agenouillant au niveau de son fils. J'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure à propos d'aller chez Monsieur Yang? Aaron hocha la tête,
les yeux écarquillés par une peur grandissante. J'ai besoin que tu y ailles maintenant. Dis à Monsieur Yang que ton père a dit au tonnerre et que tu dois rester là jusqu'à demain matin. Mais, papa. Jérôme serra doucement les épaules de son fils. Je sais que tu as peur et que tu ne comprends pas, but la chose la plus importante que tu puisses faire en ce moment est d'aller chez Monsieur Yang et d'y rester. Peux-tu être courageux pour moi? Des larmes montèrent aux yeux d'Aaron, mais il hocha la tête. Tu vas t'en sortir? Jérôme serra son fils fort dans ses bras, respirant l'odeur de ses cheveux, mémorisant la sensation de ses petits bras autour de son cou. Je vais faire tout mon possible pour que nous nous en sortions tous les deux. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. Jérôme accompagna Aaron jusqu'à la porte arrière et regarda son fils courir à travers le jardin jusqu'à la maison de Monsieur Yang. L'homme âgé attendait à sa porte. Il avait observé depuis sa fenêtre. Aaron disparut à l'intérieur et Jérôme ressentit un certain soulagement. Maintenant, il pouvait se concentrer sur sa survie pour leur avenir. Jérôme retourna dans sa maison et fit les derniers préparatifs. Il positionna des armes supplémentaires dans les pièces, des couteaux de cuisine, une batte de baseball, une lampe de poche lourde. Il vérifia que toutes les caméras de surveillance enregistraient sur le stockage en nuage auquel Elena ne pouvait pas accéder. À 21h précises, un SUV noir se gara dans son allée. Elena sortit du siège passager, suivie de 3 hommes. Même dans l'obscurité, Jérôme pouvait voir que l'un d'eux correspondait à la description de Bernard Amonde. Il pensait venir assassiner une victime confiante et sans méfiance. Jérôme sourit sombrement en les regardant approcher à travers ses caméras de sécurité. Il n'avait aucune idée qu'il marchait dans un piège tendu par quelqu'un qui avait passé des années à penser avec 3 coups d'avance sur des adversaires sophistiqués. Elena utilisa sa clé pour ouvrir la porte d'entrée. Jérôme l'entendit crier « Chérie, je suis rentré. J'ai amené des amis qui veulent te rencontrer. » Jérôme entra dans le salon, les mains visibles et vides, jouant le rôle de la victime confuse une dernière fois. « Elena, que se passe-t-il? Qui sont ces gens? » Bernard Amonde s'avança. Un homme grand et mince, aux yeux froids et aux vêtements coûteux. « Monsieur Banton, nous devons avoir une conversation au sujet de votre femme. » À son sujet, demanda Jérôme, injectant la juste dose de confusion dans sa voix. « Elle n'a pas été tout à fait honnête avec vous, » dit Amonde avec un sourire prédateur. « Son vrai nom n'est pas Roberta, et elle vous vole depuis un certain temps. » Jérôme laissa la surprise et le choc se peindre sur son visage. « De quoi parlez-vous » Elena s'approcha, et Jérôme vit qu'elle tenait un petit pistolet. « Je suis désolé, Jérôme. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. » « De quelle manière » demanda Jérôme, reculant vers l'escalier comme prévu. « Nous avons besoin de votre coopération pour accéder à certains comptes, » dit Amonde. « Après ça, nous rendrons cela aussi indolore que possible. » Jérôme en avait assez entendu. Ces gens avaient assassiné d'autres personnes, prévoyaient de tuer son fils, et se tenaient dans son salon à en discuter comme d'une transaction commerciale. « Vous savez, » dit Jérôme, sa voix passant de confuse à glaciale. « Je dois admettre quelque chose. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous non plus. » Elena fronça les sourcils. Son emprise se resserra sur son pistolet. « Je sais qui vous êtes vraiment depuis 2 jours, » continua Jérôme. Elena Valdez, recherchée pour plusieurs meurtres. Bernard Amonde, sous le coup d'une enquête fédérale pour crime organisé. Alfonso Oud, recherché pour enlèvement et agression. Le 3e homme, Oud, s'agita nerveusement. Les yeux de Amonde se plissèrent. « Et voilà le truc, » dit Jérôme en fouillant dans sa veste. « J'ai enregistré tout ce que vous venez de dire. » Elena leva son pistolet. Mais Jérôme était déjà en mouvement, plongeant derrière le canapé tout en activant le signal qui allait faire venir de l'aide. La guerre pour la vie de Jérôme était sur le point de commencer. Chapitre 7, le loup montre les dents. Alors que le premier tir d'Elena faisait voler en éclats le canapé où Jérôme se tenait, il roula derrière son fauteuil en cuir et activa le signal qu'il avait préparé. Pas pour la police, qui pourrait mettre trop de temps à arriver, mais pour quelque chose de bien plus immédiat. Toutes les lumières de la maison s'allumèrent soudainement, déclenchées par la domotique. Simultanément, les haut-parleurs de toute la maison commencèrent à diffuser la conversation qui venait d'avoir lieu, amplifiée assez fort pour que tout le voisinage l'entende. « Nous avons besoin de votre coopération pour accéder à certains comptes. Après ça, nous rendrons cela aussi indolore que possible. »
La voix de Hammond résonna depuis plusieurs haut-parleurs tandis que des projecteurs extérieurs illuminaient la cour comme un stade de sport. « Helena, éteins-moi ça », aboya Hammond. Mais Jérôme avait routé le système audio via des serveurs cryptés. Helena ne pouvait pas l'arrêter sans les codes d'accès qu'on ne lui avait jamais donnés. « Je sais qui vous êtes vraiment depuis 2 jours. Helena Valdez, recherchée pour plusieurs meurtres. Bernard Hammond, sous le coup d'une enquête fédérale pour crime organisé. » La voix de Jérôme diffusait maintenant leur identité à tous ceux qui se trouvaient à moins de 3 pâtés de maison. Alfonso Hood se dirigea vers les escaliers, essayant de contourner la position de Jérôme. Mais Jérôme avait passé l'après-midi à se préparer à ce scénario. Quand Hood atteignit la 3e marche, son pied déclencha un fil presque invisible qui fit tomber une étagère de livres lourds soigneusement équilibrés. Hood recula en titubant, maudissant et se tenant l'épaule. « Le salaud a posé des pièges », gronda Hammond. « Helena, tu avais dit que ce n'était qu'un geek. »« C'en est un », cria Helena par-dessus la diffusion audio continue. « Ça n'a aucun sens. » Jérôme profita de leur confusion pour se déplacer vers sa prochaine position, la cuisine, où il prépara sa surprise la plus efficace. « Vous savez ce qui n'a pas de sens », cria Jérôme de derrière l'îlot de cuisine. 3 criminels professionnels entrant dans la maison d'un expert en cybersécurité sans faire de reconnaissance appropriée. Il se releva juste assez longtemps pour lancer un couteau de cuisine qui se planta dans le mur à quelques centimètres de la tête de Hammond. « Tu vois, Helena, » continua Jérôme, sa voix empreinte d'une froideur qu'aucun d'eux n'avait entendue auparavant, « tu as commis une erreur critique. Tu as supposé que j'étais juste une autre victime confiante. » Hammond fit signe à Hood de contourner par l'autre entrée de la cuisine. Mais alors que Hood passait devant la salle à manger, des détecteurs de mouvement déclenchèrent une cascade d'objets, des livres, des objets de décoration, des blocs de construction d'Aron, stratégiquement dispersés pour créer le chaos et le bruit. « Mais j'ai passé toute ma carrière à chasser des prédateurs », continuait la voix de Jérôme depuis les haut-parleurs. « Des gens qui se cachent dans les ombres numériques, pensant qu'ils sont plus malins que tout le monde. Des gens exactement comme vous. » Helena tira 2 fois de plus en direction de la voix de Jérôme, mais il était déjà en train de se déplacer vers sa position suivante. Depuis le garde-manger, Jérôme cria « Savais-tu, Bernard, que tes dossiers financiers sont actuellement en cours de téléchargement par les serveurs du FBI. Chaque société écran, chaque transfert d'argent, chaque communication avec Helena. » Le visage de Hammond devint blême. « Tu bluffes. Vraiment ?» Le rire de Jérôme était glacial. « Helena, vérifie ton téléphone. Vois si tu peux joindre Donna. » Helena chercha son téléphone, les mains tremblantes. Après un moment, son visage devint blanc. « Bernard, il est déconnecté. Le numéro ne fonctionne plus. C'est parce que, » continua Jérôme, « Madame Vaughn a été arrêtée il y a environ 1 heure. Il semble que quelqu'un ait fourni aux agents fédéraux des preuves détaillées de son rôle dans des opérations de blanchiment d'argent. C'était un mensonge. » Jérôme n'avait pas pu organiser l'arrestation de Donna. Mais Helena ne le savait pas. Hood avait finalement atteint l'entrée latérale de la cuisine. Il ouvrit la porte d'un coup de pied, pistolet levé, pour déclencher le piège le plus élaboré de Jérôme. Un fil fin libéra un sac de farine qui explosa au visage de Hood, l'aveuglant temporairement. Au même instant, Jérôme sortit du garde-manger derrière lui. Des années à rester en forme avaient gardé Jérôme plus fort que ses ennemis ne le pensaient. Il abattit une poêle en fonte sur la main armée de Hood. On entendit des os craquer. Hood hurla et laissa tomber son arme. Jérôme écarta le pistolet d'un coup de pied et saisit Hood dans une prise d'étranglement. « Helena » cria-t-il. « Laisse tomber ton arme ou je brise le cou de ton ami. »« Ne l'écoute pas » hurla Hammond. « Ce n'est pas un tueur. »« Tu as raison » dit Jérôme calmement. « Normalement, je ne le suis pas. Mais vous avez menacé mon fils. » Quelque chose dans le ton de Jérôme fit reculer Hammond. La main d'Helena trembla. « Voici ce qui va se passer » continua Jérôme, resserrant sa prise jusqu'à ce que Hood commence à émettre des sons d'étouffement. « Helena, tu vas poser ton arme et me dire exactement où tu as caché mon argent. »« Je ne peux pas » balbutia Helena. Mauvaise réponse. Jérôme appliqua plus de pression. Le visage de Hood virait au violet. Compte offshore, lâcha Helena. Bernard a les numéros de routage. Jérôme regarda Hammond, qui calculait s'il pouvait avoir un tir net. Bernard,
tu vas me donner ces numéros de routage, où je vais divulguer les preuves que j'ai rassemblées à des personnes très intéressantes. Quelles personnes? Tu te souviens des comptes de tes concurrents sur lesquels j'ai transféré de l'argent plus tôt? Il se trouve qu'ils sont très intéressés d'apprendre qui les a volés. C'est incroyable comme il est facile de falsifier des communications à l'ère numérique. Le visage de Hammond devint cireux. Dans le monde du crime, être soupçonné de voler d'autres criminels était une condamnation à mort. Vous nous avez piégés, murmura Hammond. Dès l'instant où j'ai découvert qui était vraiment Elena, confirma Jérôme. Pensiez-vous avoir affaire à un mari de banlieue qui allait se laisser faire et mourir tranquillement? Jérôme relâcha Oud, qui s'effondra sur le sol, haletant. Mais au lieu d'aider son associé, Hammond leva son pistolet vers Jérôme. Peut-être pas, dit Hammond. Mais tu vas quand même mourir ce soir. C'est à ce moment que la voix de Roland Yang retentit depuis la porte d'entrée, police. La maison est encerclée. Ce n'était pas la police. C'était le voisin âgé de Jérôme avec un mégaphone, suivant les instructions que Jérôme lui avait données. Mais dans le chaos et le stress de la situation, Hammond hésita juste assez longtemps. Jérôme plongea vers le pistolet tombé à terre alors que des sirènes des vrais cette fois se mirent à retentir au loin. Le dernier acte du plan de Jérôme était sur le point de commencer. Chapitre 8, une justice implacable. Les sirènes qui approchaient n'étaient pas celles de la police. C'étaient des camions de pompiers répondant à la fuite de gaz que Roland Yang avait signalé dans le cadre du plan d'urgence de Jérôme. Mais le son suffit à ébranler les nerfs déjà à vif de Hammond. Alors que Jérôme se jetait sur le pistolet de Oud, Elena fit un choix désespéré. Au lieu d'essayer de s'échapper, elle se jeta sur Jérôme avec un couteau qu'elle dissimulait. « Si je tombe, gronda-t-elle, tu viens avec moi. » Mais Jérôme avait vu le reflet du couteau dans le réfrigérateur en acier inoxydable. Il roula sur le côté alors que la lame d'Elena frappait le sol de la cuisine là où sa tête se trouvait, se relevant en position accroupie. Jérôme attrapa une lourde planche à découper en marbre et la brandit comme une massue. L'impact projeta Elena en arrière dans la salle à manger. Hammond essaya de profiter de la diversion pour ajuster son tir, mais Jérôme était déjà en mouvement. Des années de racquetball avaient gardé ses réflexes aiguisés. Il plongea derrière l'îlot de cuisine alors que la balle de Hammond brisait la vaisselle dans le placard derrière lui. « C'est fini, Hammond » cria Jérôme. « Le FBI a assez de preuves pour te mettre en prison à vie. »« Alors je n'ai plus rien à perdre » répliqua Hammond. Mais Jérôme entendit quelque chose dans sa voix qui suggérait le contraire, la peur, le désespoir, la réalisation que son empire criminel soigneusement construit s'effondrait. De sa position derrière l'îlot, Jérôme pouvait voir Oud ramper vers la porte arrière. Elena se relevait, du sang coulant de son nez là où la planche à découper l'avait touché. « Tu sais quelle a été ta véritable erreur » demanda Jérôme d'un ton conversationnel, comme s'il prenait un café au lieu d'être au milieu d'une fusillade. « Vous avez ciblé quelqu'un qui a un fils. » Jérôme sortit de derrière l'îlot, mais pas là où Hammond s'y attendait. Il se déplaça vers l'extrémité, près de la fenêtre de la cuisine. « Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai accompli, c'était pour Aaron. Et vous avez menacé de me l'enlever. » Hammond se tourna vers la voix de Jérôme, mais Jérôme lançait déjà un autre couteau. Celui-ci toucha Hammond à l'épaule, le faisant pivoter et envoyant son pistolet glisser sur le parquet. Elena essaya de s'emparer de l'arme de Hammond, mais Jérôme fut plus rapide. Il l'écarta d'un coup de pied et se tint au-dessus d'elle, le pistolet de Oud maintenant dans ses mains. « C'est fini » dit simplement Jérôme. Elena le regarda avec une haine pure. « Tu penses avoir gagné ? Les hommes de Bernard te traqueront pour le reste de ta vie. » Jérôme sourit froidement. « Quels hommes, Elena ? Ceux que je détruis systématiquement depuis 24 heures ? » Il sortit son téléphone et lui montra une série d'alertes d'actualité qu'il surveillait. Alfonso Oud recherché pour interrogatoire dans 3 États. Bernard Hammond, mandat fédéraux émis ce matin. Donna Vaughan arrêté pour blanchiment d'argent. Toute ton organisation est finie. Le visage d'Elena devint blanc. C'est impossible. Tu n'aurais pas pu. J'ai la coopération du FBI depuis hier matin, mentit Jérôme avec aisance. Tu pensais que je vous affronterais seul ? C'était de la guerre psychologique maintenant. Jérôme avait besoin qu'il se rende plutôt que de se battre jusqu'à la mort dans sa maison, où Aaron pourrait éventuellement revenir. Hammond essayait d'arrêter le saignement de son épaule. Tu mens. Si le FBI était impliqué, ils seraient déjà là. Ils sont là, dit Jérôme.
Il surveille la maison depuis cet après-midi. Il voulait vous prendre en flagrant délit de tentative de meurtre. À ce moment précis, des lumières vives illuminèrent soudainement la cour avant alors que 3 SUV noirs arrivaient. Mais ce n'étaient pas des véhicules du FBI. C'étaient des voitures banalisées que Jérôme avait fait venir par l'intermédiaire d'une société de sécurité privée avec laquelle il avait travaillé. Les conducteurs avaient pour instruction de créer l'apparence d'une intervention des forces de l'ordre. Elena regarda par la fenêtre et vit des silhouettes armées en équipement tactique entourant la maison. Elle ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait de sécurité privée plutôt que d'agents fédéraux. Le temps est écoulé, dit Jérôme. Les mains derrière la tête, à genoux. Hammond regarda désespérément autour de lui, calculant ses chances. Wood était à peine conscient. Elena saignait et était cernée. Dehors, ceux qui semblaient être des agents fédéraux avaient bouclé la maison. N'y pense même pas, avertit Jérôme alors que les yeux de Hammond se déplaçaient vers le couteau qui l'avait blessé. Je ne suis pas la même personne que vous pensiez avoir en face de vous. J'ai appris des choses sur moi-même ce soir. Quelque chose dans le ton de Jérôme, une certitude froide, fit s'affaisser les épaules de Hammond en signe de défaite. À genoux, répéta Jérôme. Maintenant. Un par un, ils obtempérèrent. De vraies sirènes de police approchaient maintenant. L'équipe de sécurité de Jérôme les avait appelés comme prévu. Dans quelques minutes, la maison serait pleine de vrais policiers avec une réelle autorité pour arrêter des meurtriers. Elena, dit Jérôme pendant qu'ils attendaient. Je veux que tu saches quelque chose. Aaron est en sécurité. Il est en sécurité depuis avant que tu n'arrives ce soir. Tout ce que tu as essayé de faire à ma famille a échoué. Elena le regarda avec des larmes de rage et de frustration. Je t'aurais rendu heureux. Nous aurions pu avoir une belle vie ensemble. Tu es une meurtrière, répondit simplement Jérôme. Tu as assassiné 3 hommes innocents et prévu de tuer mon fils de 7 ans. Il n'y a aucun monde où cela se termine par le bonheur. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement alors que des policiers envahissaient la maison, armes au poing. Jérôme posa immédiatement le pistolet de Wood et leva les mains. Jérôme Banton, cria l'un des officiers. Êtes-vous blessé? Je vais bien, répondit Jérôme. Mais je pense que ces 3-là pourraient avoir besoin de soins médicaux avant que vous ne les inculpiez pour tentative de meurtre. Alors qu'Elena, Hammond et Wood étaient menottés et qu'on leur lisait leurs droits, Jérôme ressentit un étrange mélange d'épuisement et de soulagement. Son plan avait fonctionné. Aaron était en sécurité. Les personnes qui menaçaient sa famille allaient en prison pour très longtemps. Mais il ressentit aussi autre chose. La reconnaissance qu'il avait découvert en lui des capacités dont il ignorait l'existence. Quand quelqu'un menaçait son enfant, Jérôme Banton était devenu capable d'une vengeance systématique, patiente et dévastatrice. Il espérait ne jamais avoir besoin de redevenir cette personne. Mais si c'était le cas, il savait maintenant exactement de quoi il était capable. Chapitre 9, Nouveau départ. 3 mois plus tard, Jérôme était assis dans le bureau du FBI de Denver, examinant les derniers documents de l'affaire contre Elena Valdez et ses associés. L'agent spécial Karen Fleming, l'employé de la Banque du Sang qu'il avait initialement averti, avait été temporairement affecté à l'équipe spéciale du FBI en tant que consultante. Le grand jury a retenu toutes les charges, lui dit l'agent Fleming. Elena risque la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Hammond a pris 25 ans à perpétuité. Wood a négocié un accord de plaidoyer, 15 ans en échange de son témoignage contre les autres. Jérôme hocha la tête, ressentant un sentiment de clôture qui l'attendait depuis des mois. Et les autres victimes? Les hommes qu'Elena a tués précédemment? Ces affaires ont été rouvertes. La coopération d'Elena nous a aidés à récupérer des preuves qui avaient été négligées à l'origine. Les familles ont enfin des réponses. Jérôme pensa à ces familles. Des gens qui avaient vécu des années sans savoir pourquoi leurs proches étaient morts, ne soupçonnant jamais un meurtre. Au moins, maintenant ils avaient la vérité, même si cela ne pouvait pas ramener leur mari et père. Il y a autre chose, continua l'agent Fleming. Le bureau veut vous offrir un poste de consultant. Vos méthodes pour traquer les crimes financiers et les preuves cybernétiques étaient innovantes. Jérôme sourit. Innovante, c'est une façon diplomatique de le dire. Vous avez sauvé des vies, monsieur Banton. La vôtre et celle de votre fils, évidemment, mais aussi celle de futures victimes. Le mode opératoire d'Elena montrait qu'elle escaladait, devenant plus confiante, plus violente. Elle aurait tué à nouveau.
Après avoir quitté le bâtiment du FBI, Jérôme se rendit à l'école d'Aaron pour le récupérer. Son fils avait remarquablement bien géré les suites de cette nuit, compte tenu du fait que Jérôme avait été honnête avec lui, de manière adaptée à son âge, sur ce qu'Elena avait fait et pourquoi elle ne faisait plus partie de leur vie. Ce n'était pas vraiment ma maman, n'est-ce pas, avait demandé Aaron lors d'une de leurs conversations. Non, avait répondu Jérôme. C'était quelqu'un qui prétendait être ta maman. Mais elle ne nous a jamais vraiment aimés comme un vrai membre de la famille le ferait. Mais toi, tu l'aimais, avait insisté Aaron. Jérôme y avait réfléchi attentivement. J'aimais la personne que je pensais qu'elle était. Mais cette personne n'était pas réelle. Elena jouait un personnage, comme une actrice dans un film. Maintenant, en regardant Aaron courir vers la voiture, son sac à dos rebondissant, Jérôme s'émerveillait de la résilience de son fils. Les enfants, apprit-il, étaient remarquablement adaptables lorsque les adultes autour d'eux offraient stabilité et honnêteté. « Papa » cria Aaron en montant sur le siège passager. « Devine quoi ? Madame Peters dit qu'on va commencer une unité sur la programmation informatique la semaine prochaine. »« Ah oui ?» demanda Jérôme en s'éloignant de l'école. « Ça t'intéresse d'apprendre l'informatique ? Peut-être. Je veux comprendre ce que tu fais comme travail. Madame Peters dit que tu aides à empêcher les méchants de voler des informations. » Jérôme jeta un coup d'œil à son fils dans le rétroviseur. « C'est une partie du travail, oui. Tu pourrais m'apprendre ? Je veux aider à attraper les méchants aussi. » Jérôme ressentit un mélange complexe de fierté et d'inquiétude. L'intérêt d'Aaron pour la justice était admirable, mais Jérôme espérait que son fils n'aurait jamais besoin de développer les compétences plus sombres que les événements récents avaient révélées en lui. « On commencera par les bases, » dit Jérôme. « Programmation informatique, sécurité numérique, méthode de recherche. Le reste, eh bien, j'espère que tu n'en auras jamais besoin. » Ce soir-là, Jérôme travaillait dans son bureau à domicile quand Aaron apparut dans l'encadrement de la porte avec une expression sérieuse. « Papa, je peux te poser une question ? » Toujours. Aaron s'assit sur la chaise en face du bureau de Jérôme, la même chaise où Elena s'était assise autrefois, planifiant leur mort. Jérôme avait remplacé tous les meubles de cette pièce, mais il avait gardé cette chaise comme un rappel de ne jamais être complaisant envers les personnes en qui il avait confiance. « Tu as eu peur, cette nuit-là » demanda Aaron. « Quand les méchants sont venus à la maison ?» Jérôme réfléchit soigneusement à sa réponse. « Oui, j'ai eu peur. Mais pas pour moi. Pour moi. Pour toi, » confirma Jérôme. « J'étais terrifié qu'il t'arrive quelque chose avant que je ne puisse les arrêter. » Aaron hocha la tête, pensif. « Mais tu n'avais pas peur qu'ils te fassent du mal à toi. Une fois que j'ai su que tu étais en sécurité, je n'avais plus peur. » J'étais en colère. Jérôme regarda son fils droit dans les yeux. « Aaron, il y a quelque chose d'important que je veux que tu comprennes. Je ne veux jamais que tu aies à faire les choses que j'ai faites cette nuit-là. La violence devrait toujours être le dernier recours. Seulement quand quelqu'un menace les gens que tu aimes et qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais parfois, c'est nécessaire. Parfois, admit Jérôme à contre-cœur. Mais seulement quand tu as épuisé toutes les autres options et seulement pour protéger des innocents qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. » Aaron resta silencieux un moment. « Tu penses qu'Elena a déjà vraiment tenu à nous ? » C'était la question que Jérôme redoutait, mais aussi celle qu'il savait qu'Aaron avait besoin de poser. « Je pense qu'Elena tenait à ce que nous pouvions lui donner, » dit Jérôme prudemment. « Notre argent, notre maison, la sécurité de notre vie ensemble. Mais le véritable amour, celui où tu places le bonheur de quelqu'un d'autre avant le tien, non, je ne pense pas qu'elle en était capable. » « Comment on peut faire la différence ? » demanda Aaron. « Entre quelqu'un qui t'aime vraiment et quelqu'un qui fait semblant ? » Jérôme réfléchit longtemps à cette question. C'était peut-être la question la plus importante que son fils poserait jamais. « Le véritable amour est constant, » dit finalement Jérôme. « Il ne change pas en fonction de ce qui est pratique ou rentable. Le véritable amour, c'est vouloir le meilleur pour quelqu'un même si cela te coûte quelque chose. Et le véritable amour est honnête. Il n'a pas besoin de mensonges ou de secrets pour survivre. » Aaron hocha la tête sérieusement. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon fils. Et ça, c'est du véritable amour. Le genre d'amour qui me ferait combattre le monde entier pour te garder en sécurité. » Plus tard dans la nuit, après qu'Aaron fut couché,
Jérôme se tenait dans son jardin, regardant les étoiles. La maison semblait différente maintenant, plus propre en quelque sorte, comme si le départ d'Elena avait éliminé une contamination dont il n'avait même pas conscience. Son téléphone vibra. Un texto de l'agent Fleming. Dernière nouvelle, Elena a été transférée dans une prison fédérale. Elle ne sera plus jamais une menace pour vous, Aaron. Dormez bien. Vous l'avez mérité. Jérôme supprima le message et rangea son téléphone. Il avait passé des mois à regarder par-dessus son épaule, attendant qu'une menace résiduelle émerge. Mais l'organisation de Hammond s'était complètement effondrée. Les autres contacts criminels d'Elena avaient été soit arrêtés, soit avaient fui le pays pour éviter d'être associés à l'enquête fédérale. Pour la première fois depuis des années, Jérôme se sentait vraiment en sécurité. Mais il se sentait aussi changé. L'homme qui avait vécu dans cette maison avec Elena était confiant, peut-être naïvement. L'homme qui se tenait dans son jardin cette nuit était quelqu'un qui n'accepterait plus jamais les gens au pied de la lettre, qui analyserait toujours, qui serait toujours à l'affût des menaces pour sa famille. Jérôme n'était pas sûr que cette transformation soit entièrement bonne ou mauvaise. Il avait perdu une part d'innocence, une part de foi dans la bonté fondamentale des gens, mais il avait aussi gagné quelque chose, la certitude qu'il pouvait protéger ce qui comptait le plus pour lui, quoi qu'il en coûte. Alors qu'il retournait vers la maison, Jérôme se fit une promesse silencieuse, à lui-même et à Aaron. Il utiliserait sa nouvelle conscience pour construire une vie de sécurité et de bonheur authentique. Il serait prudent quant aux personnes en qui il avait confiance, mais il ne laisserait pas la paranoïa l'isoler des liens significatifs. Et si jamais quelqu'un menaçait à nouveau son fils, il découvrirait, comme Elena, Hammond et Wood l'avaient appris, que Jérôme Banton était bien plus dangereux qu'il n'y paraissait. Mais pour l'instant, il suffisait simplement d'être un père, en sécurité chez lui avec son enfant, attendant avec impatience ce que demain pourrait apporter. Le cauchemar était terminé. Leur vraie vie pouvait enfin commencer. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé? J'adorerais lire vos avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela compte énormément pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci.